Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Roch-Olivier Mestre. Bonjour monsieur, merci d'être là, président de l'ARCOM. On vous a attendu sur Sud Radio. Bonjour Valérie Expert, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On est ravis donc de vous recevoir parce que beaucoup de questions. Votre poste, vous étiez président du CSA, vous êtes devenu président de l'ARCOM. Ça veut dire que ça regroupe aujourd'hui, en plus des missions qui étaient les vôtres au CSA, celle de l'ARCOM et donc du numérique. On va évoquer tout cela et puis on va évidemment parler temps de parole. On va parler de cette institution parce que je crois que nos auditeurs sont assez curieux. Vendredi, on a proposé une émission autour des sondages avec Frédéric Dabi pour expliquer le fonctionnement et je trouvais que c'était intéressant de vous recevoir pour comprendre un petit peu le fonctionnement d'une institution telle que l'ARCOM. Qui est le régulateur, effectivement. On peut peut-être préciser l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, donc née de cette fusion du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, Hadopi. Ça vous plaît quand on vous dit que vous êtes le gendarme de l'audiovisuel ? Écoutez, non. Vous êtes vous deux d'excellents connaisseurs du paysage audiovisuel, comme on dit. Et la régulation, c'est en fait beaucoup plus que ça. Bien évidemment, il y a une dimension coercitive dans notre action que les Français connaissent bien. C'est qu'on peut nous interpeller sur un programme qui soulève une difficulté au regard de la loi ou des obligations qui s'imposent aux éditeurs de chaînes de télévision ou de radio, et ça peut nous arriver d'intervenir par des mises en demeure ou par le cas échéant des sanctions. Mais c'est en réalité une activité très petite au regard de tout ce que nous faisons. La régulation, c'est beaucoup plus large. Il y a une dimension technique sur la gestion des fréquences, une dimension culturelle très importante sur les obligations en matière de financement du cinéma ou de la production audiovisuelle. Il y a beaucoup d'obligations de nature sociétale qui pèsent sur les médias, la place des femmes, la juste représentation de la société, l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, il y a le pluralisme politique. Donc vraiment, cette régulation, elle est très vaste et elle est dans une phase d'extension parce que le paysage est dans une phase de transformation rapide profonde et accélérée, avec de nouveaux acteurs dans la sphère numérique, les plateformes de vidéo par abonnement, les réseaux sociaux bien évidemment, et que progressivement, cette régulation, elle doit s'adapter. C'est pour ça que je préfère l'expression de régulateur, d'être un régulateur moderne, épousant son époque, son temps, et le paysage tel qu'il est, plutôt que de gendarme. Pour que nos éditeurs comprennent, quand vous parlez de la place des femmes dans l'audiovisuel, qui prend la décision de se dire il faut des quotas ou il faut des émissions avec des femmes? C'est l'ARCOM qui décide? C'est l'État qui décide? Comment, par exemple, vous régulez les femmes dans l'audiovisuel? Ou la représentation du handicap? Alors c'est une très bonne illustration. Donc la loi dit explicitement que les médias audiovisuels doivent veiller à donner une juste représentation de la société française. Et pour appréhender cette question, donc on interroge les médias pour voir ce qu'ils font. On les interroge tous les ans. On a un baromètre, tous les ans qui nous permet de voir quelle est sur la place des femmes. Quelle est est-ce que la parité est respectée dans telle ou telle entreprise de médias? Et on a un dialogue annuel avec eux. Et vous voyez, on le fait dans une approche de dialogue, d'échange, et pas nécessairement dans une approche coercitive, punitive, de dire à Sud Radio ça va pas, il y a que Valérie Expert, il faut aller plus loin. Bon, voilà, on essaye d'avoir un dialogue. On est la régulation sur Sud Radio, il y a Brigitte Lahaye, exactement. Et la régulation, c'est beaucoup ça maintenant. C'est ce qu'on appelle le droit souple. Donc il y a de la discussion, de l'échange. La discussion, une relation de confiance, des chartes où les acteurs eux-mêmes s'engagent volontairement. On parlait du handicap, il y a une charte qui a été signée il y a 2 ans avec tous les acteurs du paysage audiovisuel et nous-mêmes, où les acteurs volontairement disent oui, il faut qu'on fasse plus pour faciliter l'accessibilité de nos programmes pour les personnes de handicap. Et s'ils ne font pas s'ils ne le font pas... C'est ça, quel est votre... Alors, avec ces outils, ce qui est important, c'est d'avoir un rendez-vous annuel. Par exemple, sur le baromètre de la diversité, on a un rendez-vous tous les ans en début d'année. Les médias le savent. Et évidemment, si on sentait à un moment ou à un autre qu'il y a un blocage, c'est à ce moment-là où l'éventualité d'instaurer des quotas peut inspirer le législateur. À un moment, il peut se dire, il faut modifier la loi. Ou nous-mêmes, éventuellement, intervenir par des mises en garde, des mises en demeure ou éventuellement des procédures de sanction. Mais ce n'est pas la voie que nous privilégions de façon systématique. Et si vous regardez notre bilan annuel,
on prononce en réalité assez peu de sanctions, parce que le paysage audiovisuel, les acteurs que vous êtes des acteurs responsables. Vous connaissez la règle du jeu, vous connaissez la loi, vous êtes régulé depuis 40 ans, grosso modo. Oui. Mais et on fait la différence avec les réseaux sociaux qui ne sont pas régulés et sur lesquels, précisément, il y a beaucoup d'excès. On va en parler des réseaux sociaux, mais vous comprenez qu'on voit justement sur les réseaux sociaux souvent saisissez le CSA quand des gens sont choqués par des émissions. Ça a été le cas vendredi dernier par l'émission de Cyril Hanouna face à Géraldine Maillet. Comment vous traitez ce genre de... Vous vous saisissez, vous vous réunissez pour examiner à partir de combien de plaintes? Est-ce que c'est un nombre de plaintes ou est-ce que c'est une situation qui peut vous faire réagir? Alors, je crois que ce qui est important de rappeler aux auditeurs, d'abord, c'est qu'on intervient toujours a posteriori. On n'intervient jamais a priori. L'Arcom n'est pas une autorité de censure. On ne nous soumet pas les programmes en amont. Et c'est important de le préciser. Et c'est pas nous qui disons vous avez le droit d'inviter un tel, vous avez le droit de diffuser ceci ou cela. Donc, les programmes sont librement diffusés. Il y a une liberté de la communication dans ce pays. Sud Radio, à sa ligne éditoriale, porte ses programmes comme il l'entend et personne ne va lui dicter ce qu'il doit faire. Mais il doit respecter, en même temps, chaque média doit respecter les obligations qui sont posées par la loi ou qui sont posées dans les obligations conventionnelles qui lient Sud Radio, par exemple, à une convention avec nous et qui lui fixe un certain nombre d'obligations. Alors, quand on est saisi, on regarde d'abord la séquence, ce qui est important parce que très souvent... Une seule personne regarder la séquence. On a un service qui non, mais ça peut être une seule plainte ou pas? Ça peut être une seule plainte. Ça peut être une seule plainte. Une seule personne peut le faire. Ça peut être une seule plainte. On examine toujours la séquence parce que souvent on est saisi sur un petit extrait, et quand vous le remettez en perspective, vous voyez que ça ne s'est pas passé exactement comme ça. Il y a le contexte. Il y a le contexte, le journaliste est intervenu, il y a eu une maîtrise de l'antenne, il y a eu une contradiction. Donc on garde toujours la séquence, on fait ensuite une analyse juridique et c'est ensuite délibéré par le collège. Et on fait toujours la balance entre la liberté d'expression, et nous sommes très attentifs à préserver la liberté d'expression, puisque la loi qu'on met en œuvre est d'abord une loi de liberté, on l'oublie toujours. La loi que met en œuvre l'Arcom s'appelle la loi relative à la liberté de communication. Et donc on met en balance cette liberté qu'on s'attache à protéger, parce que si on suivait toutes les saisines qu'on reçoit, on fermerait toutes les radios de France et toutes les télévisions de France. Chacun a de quoi dire sur un animateur, un journaliste, un éditorialiste, un programme qui ne vous plaît pas. Donc voilà, d'un côté la liberté, puis de l'autre, est-ce qu'il y a eu un manquement? Et s'il y a un manquement, à ce moment-là, on intervient. Il y a combien? Oui, c'est ça, c'est ma question. Il y en a beaucoup ou pas? Il y a beaucoup de... Il y en a pas mal. Alors, ce qui est intéressant depuis 3 ans maintenant, et notamment avec la pandémie, ça a été une surprise pour nous, c'est que le nombre d'alertes, comme on dit, ou de saisines va en diminuant. On était avant, au moment où je prenais mes fonctions, on était grosso modo sur 70 000 saisines par an. Et là, on est quand même sur des chiffres qui sont sensiblement plus bas, et je pense que ça s'explique par le développement quand même des réseaux sociaux. Souvent, la mauvaise humeur sur un programme passe directement sur le réseau. S'exprime par un tweet, par un message sur Facebook, et on ne saisit pas toujours automatiquement. Et puis, comme vous le disiez, Valérie, ça peut nous arriver de nous saisir. De vous saisir, de vous auto-saisir. Quand il y a des sanctions, par exemple, C8 a eu beaucoup d'amendes, l'argent va chez l'Arcom ou va à l'État? Où va l'argent? Ah, voilà, c'est une excellente question. L'argent va dans les poches de l'État. Ah, c'est dommage. C'est pas vous. C'est trop injuste. Ça sert pas au fonctionnement de l'Arcom? Non, ça ne sert pas au fonctionnement. Ça retombe dans le budget de l'État. Donc voilà, d'une certaine façon, ça va nous revenir puisque c'est quand même l'État qui nous finance. Vous êtes en poste depuis 2019. Ça fait un peu plus de 3 ans maintenant. Et votre mandat se termine. Le mandat est un mandat de 6 ans. C'est un mandat qui n'est pas renouvelable. Il faut rappeler à vos auditeurs que l'Arcom, c'est une autorité collégiale, un collège de 9 membres, nommés par 5 autorités différentes, avec un mandat donc non renouvelable et inamovible. On ne peut pas virer quelqu'un. Et donc, c'est des personnalités qui ont des profils très différents. Qui viennent d'horizons très différents. Il y a des techniciens, des journalistes, des juristes, des journalistes, des producteurs. Enfin, il y a vraiment un peu toutes les composantes. C'est ça qui fait la richesse de l'institution. Et donc, c'est une institution réellement indépendante. Ça, vraiment, je peux en témoigner depuis un peu plus de 3 ans que je préside. On ne reçoit aucune instruction de quiconque. Quand on est financé par l'État, parce que vous m'avez dit... Et nommé par le président de la République. Voilà. Le fait qu'on ait un collège où 3 membres sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat, 1 par le vice-président du Conseil d'État, 1 par la première présidente de la Cour de cassation, 1 par le président de la République, chacun étant ensuite validé par les commissions parlementaires compétentes.
Et puis des mandats où le collège se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, il y a 2 membres qui sortent, 2 membres nouveaux. Moi, depuis que je suis président, j'ai déjà vu arriver 5 nouveaux membres que je n'ai pas choisis. Et donc, voilà, quand bien même je recevrais des instructions de je ne sais qui, il faudrait que j'arrive à le faire partager par 9 membres. C'est pas si facile que ça. Et toutes les décisions de l'autorité sont prises par ce collège. On se réunit tous les mercredis. On s'est réunis là, par exemple, il y a 2 jours. C'était une réunion d'une journée parce qu'on avait un ordre du jour très, très lourd. Et donc tout est délibéré, discuté, et puis après, c'est le travail du président d'essayer de faire en sorte qu'on arrive à trouver la voie qui permette de converger. C'est quoi un ordre du jour, alors, justement ? C'est tout. Là, par exemple, en matière de radio, on avait des appels à candidature sur des fréquences qui vont se libérer. Nous, on veut bien. On est... voilà, donc ça nous arrive d'examiner vos... les fréquences qui se libèrent, ça nous arrive d'examiner nos demandes. C'est pour montrer un peu la variété de ce que vous pouvez faire. Très, très grande diversité des programmes, des questions de déontologie des programmes, l'examen des temps de parole pour la semaine écoulée, puisqu'on est en période électorale. Donc, vous voyez, c'est extrêmement varié. On a regardé les bilans des obligations de certains acteurs en matière de financement de la production. Est-ce qu'ils ont bien respecté leurs obligations l'année dernière ou pas? Donc, vous voyez, c'est très varié, très divers. Du coup, ça vous laisse le temps de regarder la télé. Oui, alors Est-ce qu'il faut aimer la télévision? Il faut aimer la télé. Moi, j'avoue que je le dis vraiment très simplement devant vous, j'aime beaucoup cette institution. D'abord parce que j'aime le secteur. C'est une période formidable, c'est une période de transformation incroyable. Les usages changent. Il y a maintenant 6 écrans en moyenne par foyer. Donc les comportements sont plus du tout les mêmes de ma jeunesse. On regardait la télévision en famille. Maintenant, le fils regarde dans sa chambre, la fille sur son ordinateur, les parents sur le canapé. Enfin, les acteurs changent. On a maintenant des acteurs très puissants avec les plateformes de streaming, par exemple. Les vecteurs de diffusion, on avait le hertzien, l'antenne râteau autrefois, puis le câble, le satellite, maintenant Internet. Donc tout change. Et puis j'aime beaucoup les acteurs du secteur, pardon de le dire devant vous. Je trouve que c'est un secteur extrêmement attachant, avec des personnalités très, très fortes. C'est pas la mer de la sérénité comme métier. Si on veut être plus paisible, on part à la pêche à la ligne. Mais c'est passionnant. Mais au point de savoir si vendredi, vous avez découvert qui était derrière la banane et derrière Bernard Lermite, vous avez trouvé qui c'était? Je me prononce pas sur les programmes parce que je veux pas donner le sentiment de privilégier tel ou tel, mais je peux vous dire, et ça Singer, vous regardez par exemple? Je regarde tout. Vous savez peut-être qui est derrière la banane. Je regarde Baba, j'écoute Sud Radio, j'écoute le service public. Non, j'ai de la curiosité, j'ai du goût pour ça. Est-ce que vous savez où sont les Marseillais? En ce moment, c'est une question que je voulais vous poser, Gilles. Les Marseillais, on me pose souvent la question. Oui, je regarde aussi les Marseillais. Mais vous savez où ils sont? Mais je regarde aussi Arte. Ils sont au Mexique. Ils sont au Mexique, voilà. Ils sont au Mexique. Vous êtes un homme de culture, de communication. Vous avez travaillé. Je conseille vraiment le portrait qui vous a été consacré dans les Échos il y a un peu plus d'1 an, parce que ça décrit votre parcours d'homme libre. C'est ce qui est dit, parce que vous avez travaillé, vous étiez auprès de Jacques Chirac, vous avez été nommé par Emmanuel Macron, et c'est vrai que vous êtes un homme de culture, donc vous plongez dans ces programmes. La télévision faisait partie de votre univers également? Oui, elle fait partie de ma vie. D'abord, je suis un enfant de la télé, pour reprendre une expression célèbre. Et puis j'ai commencé ma carrière. J'ai fait une carrière un peu entre les chiffres et les lettres. J'ai fait vous étiez à la Cour des comptes, des choses sérieuses. J'ai regardé les chiffres, et puis par moments des choses moins sérieuses sur la culture. Quoique la culture est extrêmement importante dans notre vie. Non, le hasard de mon début de carrière fait que j'étais au cabinet de François Léotard au moment où on a fait la grande loi de 1986. Que je me trouve mettre en œuvre aujourd'hui. Je n'imaginais pas à l'époque que je le ferais, donc qui est une grande loi qui régit le paysage, qui a été modifiée de nombreuses fois depuis 86. Et puis à différentes étapes de ma carrière, j'ai toujours suivi ce secteur, et de fait j'ai vu mes transformations. Vous rappelez mon passé auprès du président Chirac, donc entre 2000 et 2005, c'est le moment où j'ai vu naître la télévision numérique terrestre qu'on a accompagnée à ce moment-là. Donc en 40 ans de vie, j'ai vu cette transformation du paysage. J'ai connu dans ma jeunesse le monopole d'État sur la télévision et la radio. Et aujourd'hui, sur un paysage multiforme, plus de 1000 radios en France, une floraison de chaînes de télévision. Transformation en bien ou en mal? Moi, je trouve que c'est quand même en bien. Même les programmes, quand vous comparez les programmes sans être dans la nostalgie absolue en disant c'était mieux avant. On peut toujours souhaiter plus et mieux. C'est vrai, quand je me
replonge dans mes souvenirs de jeunesse, les grandes heures du service public, voilà, j'ai des souvenirs. Jacques Chancel. Oui, mais pas seulement, les grandes reconstitutions littéraires, Claude Barma, enfin bon, on va pas évoquer des souvenirs et de la nostalgie, comme dit Valérie. Mais quand je regarde le panorama, écoutez, on a quand même un embarras du choix. Ouais. La télévision, c'est fait pour informer, c'est fait pour divertir, c'est fait pour éduquer, c'est fait pour accéder à la culture. On a un panorama qui est quand même extrêmement diversifié et vaste aujourd'hui. Ouais. En plus, avec le replay, le podcast en matière de radio, enfin, l'offre est d'une richesse qui est quand même formidable. Il faut trouver du temps. Enfin, vous me demandiez si j'écoutais, je regardais. Oui, mais bon, moi, je suis un grand lecteur. J'aime beaucoup le spectacle vivant. J'aime bien quand même aller au théâtre et au concert de temps à autre. Donc, il faut arriver à trouver des équilibres de vie pour tout ça. Avec les plateformes de vidéo par abonnement, vous passeriez vos vies devant les écrans. Les séries sont très addictives. Il y en a qui sont quand même absolument remarquables. Oui, laquelle on a envie de savoir. Là, je suis plongé dans la saison 2 En thérapie d'Arte, l'histoire de ce cabinet de psychanalyse qui est vraiment formidable, avec une distribution très belle, de très beaux comédiens, un scénario très bien réalisé. Donc, il y a une émission que vous regardez sans oser l'avouer, que vous aimez bien et qu'on n'imagine pas. Il y a une émission que j'aime bien, j'ai déjà dit, certains m'en ont fait le reproche, c'est Top Chef. Ça m'a toujours épaté. Pourquoi ? C'est des formats qui viennent de l'étranger pour la plupart. Mais ça m'impressionne beaucoup. Ça me dit qu'il faut que je fasse attention sur la gastronomie. Voilà. Pas assez d'émissions littéraires, je trouve, moi, à la télévision aussi. Vous avez raison. Ça mériterait. On a la Grande Librairie, quand même, qui est une très belle émission aussi. Mais c'est vrai, vous avez raison. Plus accessible, peut-être. Peut-être plus accessible. Le sujet. Oui, on va parler du temps de parole et de l'égalité parfaite, qui est un casse-tête. Comment vous voyez ça, comment vous recevez les critiques qui, depuis une semaine, critiques ou difficultés que nous rencontrons, parce qu'on est... Alors, qui décide qu'il y a une égalité parfaite ? Est-ce que c'est l'Arcom, le CSA autrefois, ou est-ce que ça vient du gouvernement ? C'est la loi. C'est la loi, c'est tout simplement la loi. C'est la loi de 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel qui impose cette égalité. Vous savez, on parle beaucoup en ce moment de démocratie, de débat démocratique. Le conflit ukrainien suscite beaucoup de discussions. On fait beaucoup de commentaires sur l'État russe aujourd'hui et la difficulté des médias à s'exprimer dans cet État. On a la chance d'être dans une démocratie. Est-ce que c'est choquant, je pose la question, qu'une fois tous les 5 ans, pour l'élection majeure dans notre pays, qui est l'élection présidentielle, pendant 15 jours, je dis bien 15 jours, 2 semaines, les candidats à cette élection soient traités de façon égale. Est-ce que c'est une difficulté ? Je crois que c'est surtout une chance que les Français puissent avoir accès à cette offre politique dans des conditions d'égalité, d'entendre la totalité des points de vue, la totalité des programmes, et au bout de ces 15 jours, faire leur choix en connaissance de cause, librement. C'est ça la démocratie. Ce n'est que 15 jours dans la vie de la démocratie. Sauf que ce sont 15 jours importants dans lesquels il y a des débats et qu'aujourd'hui on est, je vous parle très sincèrement, perdu sur ce qu'on peut, même si le texte est clair sans l'être vraiment, c'est-à-dire qu'on peut dire du mal mais pas dire de bien, on peut dire du mal mais si on dit du mal en étant soutien d'un candidat, c'est comptabilisé et c'est vrai qu'on se retrouve parfois devant des casse-têtes, des casse-têtes de parole et c'est vrai que le débat du coup est complètement confisqué. On a bien conscience de la contrainte que ça représente pour les rédactions et les services de l'Arcom et le collège de l'Arcom, puisqu'il y a une conseillère, Anne Grandénon en l'occurrence, qui est dédiée complètement à cette question, sont en dialogue quotidien. Que tous les jours, telle ou telle rédaction téléphone en disant sur ce programme, on a une difficulté, comment il faut le comptabiliser, et bien évidemment on le fait, et les rédactions font ça avec beaucoup d'engagement, de volonté de respecter la règle. Il n'y a vraiment pas de difficulté de ce point de vue-là. Une fois encore, c'est 15 jours, une fois tous les 5 ans, la démocratie a un prix, peut-être perçu comme contraignant. Raisonnons à contrario. Vous êtes dans le monde des médias, on sait aussi combien l'actualité du moment peut prendre le dessus. Il n'y aurait pas ces règles,
Qu'est-ce qui se passerait pour ce qu'on appelle les petits candidats? Seraient-ils aussi bien exposés qu'ils le sont pendant ces 15 jours? Est-ce qu'on n'aurait pas tout d'un coup, en fonction d'un sondage qui perce tout d'un coup, un accent mis sur tel ou tel au détriment de tel autre? Le problème, c'est que je trouve que ça a un effet pervers. C'est-à-dire qu'au lieu d'entendre ces petits candidats, on n'entend plus personne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'autocensure qui fait que vous n'entendez pas tellement plus. Alors, ils sont invités, effectivement, plus dans les émissions politiques, sauf que dans les émissions de commentaires, on n'en parle pas forcément plus parce qu'il n'y a pas de proposition à débattre et qu'il y a un effet pervers. Il y a un effet pervers qui est indéniable. Écoutez, autrefois, vous savez, la période d'égalité était beaucoup plus longue que cela. Il y a eu une période où on était à 5 semaines de temps d'égalité, donc on a pris en compte les préoccupations des médias. Le législateur et le régulateur prend ça en compte, puisque du 1er janvier jusqu'aux 15 jours qui précèdent la campagne officielle, on est sur un principe d'équité, donc on traite les candidats un peu en fonction de leur poids politique, avec une pluralité de critères. Je pense que le point qui est peut-être le plus délicat dans ces 15 jours, c'est pas tant le temps d'expression, c'est-à-dire vraiment de bien comptabiliser de façon égale le temps d'expression de chaque candidat sur les 15 jours, c'est plus sur le temps d'antenne, c'est-à-dire les commentaires qui sont consacrés à tel ou tel. C'est cette partie-là qui est peut-être la plus contraignante. Et qui est nouveau. Alors, ce qui est nouveau, c'est que les commentateurs sont comptabilisés. Les deux sont pris en compte, c'est pas nouveau, c'est une règle qui était déjà en vigueur et on l'a renouvelée. Non, ce que je peux dire à votre micro aujourd'hui, c'est qu'une fois les élections présidentielles passées et les élections législatives qui vont venir au mois de juin, donc nous ferons un bilan avec tous les médias pour tirer les enseignements de cette séquence. Nous ferons un bilan avec les formations politiques également pour recueillir leurs sentiments. Et on verra à cette occasion à la fois si, pour ce qui relève de notre compétence, il faut qu'on adapte nos réglementations pour l'avenir, nos délibérations, et éventuellement faire des propositions au gouvernement pour voir si la législation doit être adaptée. Après chaque élection, on fait un bilan à destination du gouvernement pour dire voilà comment ça s'est passé vu du point de vue des médias, et voilà, nous, les suggestions qu'on peut faire. Est-ce que les politiques, ils vous appellent pour savoir où ils en sont et quel temps? Est-ce qu'ils se renseignent et appellent l'ARCOM? Absolument. Ils se manifestent auprès des services par leurs représentants ou eux-mêmes. Ils se manifestent auprès du conseiller qui suit ou du président. Donc voilà, ça m'arrive d'avoir la visite ou un coup de fil ou un SMS tout simplement de tel ou tel qui me dit là j'ai le sentiment d'être maltraité, regardez, ou un courrier. Et bien évidemment, on examine chaque fois avec attention et on répond bien sûr à ces démarches. Alors moi, je voulais vous faire écouter un son. Je voulais juste dire l'effet pervers, je voulais poursuivre là-dessus, c'est que par exemple, moi, mercredi, je voulais regarder la conférence de presse des 2 ministres sur McKinsey et qu'aucune chaîne d'info, s'il y a France Info TV qui l'a fait, mais aucune des 3 autres chaînes ne l'a diffusé. Donc c'est là où ça devient complètement dingue. J'entends votre argument, mais imaginez une campagne où on aurait un déséquilibre manifeste, parce que tel média tout d'un coup ne traiterait ou ne couvrirait que tel ou tel candidat et pas les autres. C'est ça aussi le risque. Et pour une élection de cette importance, c'est l'élection majeure de notre vie politique. 15 jours d'égalité. Que risque une chaîne qui ne respecterait pas les procédures qui sont les nôtres, les mises en demeure et les procédures de sanctions habituelles. Moi j'avais un petit son parce que comme Quotidien aime bien un peu interpeller l'ARCOM sur les temps de parole, je vais vous passer ce petit extrait. Vous les connaissez, ils sont taquins, Quotidien. Ils peuvent être taquins. Ils ont été taquins sur l'idée de faire un temps de parole, alors sur quelqu'un qui est un peu leur tête de Turc, qui est Nicolas Dupont-Aignan, et ils se sont dit que comment faire pour parler de nos têtes de Turcs et que ça soit comptabilisé par le CSA. Voilà l'idée qu'ils ont eue. Qu'il suffit de parler d'un candidat en bien, et c'est comptabilisé. Donc ça, par exemple, c'est du temps d'antenne. Nicolas Dupont-Aignan était vraiment incroyablement bien habillé, sexy et chic ce matin quand il s'est assis avec élégance sur France Inter. Regardez comment il remue son sachet de thé avec dignité et authenticité. Regardez cette concentration incroyable. Il est bouleversant d'authenticité et de crédibilité. On a envie de lui faire confiance. Il dégage un vrai truc. Moi, j'avoue, je l'aime. Et bam, 23 secondes de temps d'antenne. Qui fait mieux ? Ça compte ou ça compte pas? Écoutez, ce que je veux dire en entendant ça, d'abord c'est très drôle. La deuxième chose, c'est un très bon exemple d'interpellation qu'on a assez souvent, c'est les humoristes.
Bah oui. Parce que l'humour, ça peut être très corrosif. Voilà, d'une certaine façon, ce qu'on vient d'entendre, certains pourraient le prendre mal. Et voilà, un exemple typique où on a une approche totalement libérale. On considère que l'humour, ça fait bien évidemment partie de notre vie. Et on ne sanctionne jamais une chaîne. Mais ça nous arrive de recevoir beaucoup d'interpellations. Je pense aux humoristes de France Inter, sur lesquels on reçoit régulièrement des interpellations, ou en tout cas de temps à autre. Et donc on préserve, ça fait partie de la démarche que j'évoquais tout à l'heure, on est très attentif à préserver la liberté d'expression, la liberté de création. De la même façon, quand on est interpellé sur un programme, une série portée par un créateur, on fait très attention toujours à préserver cette liberté. Heureusement qu'on a cette respiration, y compris sur notre vie politique. Il va falloir qu'on le décompte, ça, ou pas, nous? C'est une vraie question. On aura l'occasion d'en parler. Moi, je voulais revenir sur Éric Zemmour, qui est devenu un des candidats importants de cette campagne. Avec du recul, vous dites que vous avez pris la bonne décision de demander de l'enlever de l'antenne? On n'a pas demandé de l'enlever de l'antenne, jamais. Ça, vous avez demandé de non, pas du tout. On a simplement dit que nous estimions que dorénavant, c'était un acteur du jeu politique, c'était plus un simple éditorialiste. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ce qui n'était pas le cas avant. Oui, mais à l'époque, il était... Oui, mais merci de votre intervention, parce que c'est l'occasion pour moi de dire à vos auditeurs que ce contrôle du pluralisme politique, on le fait toute l'année. Ouais. On le fait en période électorale, comme en ce moment, bien évidemment, de façon renforcée, mais on le fait toute l'année. Toute l'année, les chaînes sont tenues de respecter le pluralisme politique, avec des règles qui sont un tout petit peu différentes et un peu moins contraignantes que celles de la période électorale, mais on le fait toute l'année. Et donc, je crois que le collège a vraiment pris la sage décision. Beaucoup d'éléments montraient Éric Zemmour était rentré dans la vie politique. Il avait déjà une association de financement. Il avait déjà des recherches de soutien dans la perspective de l'élection. Il y avait des affiches partout. Il y avait ses propres déclarations. Et donc, c'était un simple souci d'équité vis-à-vis des autres. La chaîne a décidé de le retirer de l'antenne. C'est le choix de la chaîne. Il aurait très bien pu rester sur l'antenne. Simplement, l'antenne aurait eu à respecter les équilibres entre son expression et les expressions des autres familles. Et je réagis à ce que vous dites. Ce n'est aucunement, bien évidemment, une intervention de quiconque. C'est la décision souveraine du collège qui a jugé. Et en toute indépendance. Et je crois qu'on a pris la décision juste. L'avenir nous l'a confirmé. Quid d'Internet ? Parce qu'il y a quand même un déséquilibre. C'est pas juste pour les radios, les télévisions. La presse écrite peut traiter comme elle le veut les candidats, et Internet aussi. On voit que d'ailleurs c'est... Voilà, non, alors vous avez raison, c'est vrai que notre modèle est pas le même parce que son histoire est pas le même. C'est vrai que la presse écrite repose sur une loi qui est une loi du début de la Troisième République, très importante, une loi fondatrice de la République, comme on dit, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui consacre la liberté de cette presse, et la presse d'emblée a été une presse d'opinion. Et aujourd'hui, on a les médias qui sont partis au début des années 80 d'un monopole d'État, où petit à petit des acteurs privés sont rentrés. La privatisation de TF1, je le rappelle, c'est 1987. Il y a le législateur a estimé qu'il fallait d'emblée, pour l'équilibre de notre vie politique, et compte tenu de la force de ces médias, ce sont des masses médias, comme on dit, la télévision et la radio, imposer cette règle du pluralisme. Puis il y avait une autre raison, c'est que ces grandes chaînes de la télévision, elles émettent sur des fréquences qui appartiennent à l'État, que nous attribuons gratuitement à ces acteurs, et en contrepartie, ils ont quelques obligations, dont celle du respect du pluralisme. Alors ça n'empêche que la vie politique se déploie librement par ailleurs. Les meetings politiques, on n'impose pas aux acteurs d'inviter leurs concurrents. Les tracts, la propagande écrite que nous allons recevoir dans notre boîte aux lettres à la veille du premier tour, bon, chacun envoie. Et Internet, c'est pareil, chaque acteur a sa chaîne YouTube et exprime librement son point de vue, mais là, il n'y a pas de régulation. Il y a une forme d'injustice. C'est une forme, il y a une spécificité liée aux médias télévisés et radiophoniques, parce qu'ils ont une force de frappe particulière en matière politique. La cristallisation du débat politique, la cristallisation de l'opinion des Françaises et des Françaises, elle va se faire beaucoup par la télévision et la radio. Le débat du second tour, c'est à la télévision qu'il a lieu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ces règles d'équilibre particulières pour ces médias-là, mais que, par ailleurs, l'expression est libre. Alors, petite question en rafale, puisqu'on arrive sur la fin. Première petite question, vous nous l'avez énervé, Monsieur Zemmour. Du coup, il veut supprimer la redevance. Bravo, je vous félicite. Est-ce que... il y a plusieurs candidats, même Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aussi. Alors, même si c'est compliqué pour vous de vous exprimer là-dessus, est-ce que c'est vraiment tenable un service public sans redevance ?
Écoutez, moi, ma conviction, et quand je dis ma conviction, c'est vraiment celle du collège, puisqu'on s'est exprimé à plusieurs reprises, c'est qu'on a besoin, et tous les pays européens d'ailleurs sont dans ce cas de figure, on a besoin d'un service public. Et on a besoin d'un service public fort, parce que le service public a des missions spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que le privé. Il faut les marcher sur les deux jambes, comme on dit. Les acteurs privés jouent un rôle bien évidemment essentiel. Mais il y a des missions de service public particulières que porte Radio France, France Télévisions ou France Média Monde pour notre vecteur à l'étranger. Un service public fort, ça suppose un financement propre et ça suppose, c'est des entreprises compliquées. France Télévisions, je le rappelle à vos auditeurs, c'est plus de 8000 salariés. Radio France, c'est plus de 4000 salariés. C'est des très très grosses entreprises, très complexes à gérer. Et il faut qu'elles aient de la visibilité. Donc, quelle que soit l'option qui soit retenue, il faudra trouver une option de financement qui donne de la garantie pour la durée et une stabilité pour le développement de ses propres entreprises. C'est le premier point que j'évoque. C'est pour ça qu'à titre personnel, je trouve assez bien qu'on ait une loi d'orientation en faveur de l'audiovisuel qui fixe en début de législature, puisqu'il va y avoir des élections législatives, l'ambition que l'État se fixe pour son service public, quel financement il veut se donner. Et puis, je pense qu'il faut préserver l'indépendance de ce service public, parce que, il faut que le service public soit indépendant. Je suis pour, en tout cas, une stabilité de financement durable. Avoir un financement dédié, comme l'était la redevance, était effectivement une réponse à cette question. La redevance, c'était pas le miracle, ça n'empêchait pas que le service public ait des contraintes financières. Si c'est pas une redevance ou une forme de redevance qui est adoptée, il faudra qu'il y ait une programmation budgétaire qui se fasse dans la durée. Et moi, je serais assez d'avis qu'avant de fixer ces dotations annuelles, si c'est une solution budgétaire qui est retenue, on puisse consulter un organisme tiers, comme le régulateur, qui pourrait donner un avis chaque année en disant, voilà, sur les dotations de l'État, voilà quel est notre sentiment. Est-ce que c'est assez, pas assez Je trouve que ça serait pas mal. Ça conserverait, ça conforterait l'indépendance. Réformer le service public, il y a une nécessité de le réformer. Vous avez cité ces chiffres qui sont importants, 8000 salariés, 4000 de l'autre côté. Je pense que l'efficience, comme vous le savez, je viens de la Cour des comptes, donc on ne se refait pas. Donc je pense que l'efficience de ces entreprises, c'est-à-dire la bonne utilisation des deniers publics, impose constamment une réflexion. C'est des entreprises qui sont en transformation. France Télévisions, au cours des 5 années écoulées, a réduit très sensiblement ses effectifs, presque 1000 agents, donc c'est quand même très important. Oui, ces entreprises doivent se moderniser, oui, ces entreprises doivent collaborer de façon plus étroite entre elles. Il faut, comme elles l'ont fait sur France Info, comme elles essayent de le faire maintenant sur France Bleu, France 3, il faut aller vers des mutualisations, vers des convergences. Oui, la modernisation, c'est un chantier permanent pour le service public et une exigence. Qu'on parle de la commission d'enquête parlementaire sur la concentration des médias, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail évidemment, commission présidée par le rapporteur David Assouline qui était venu ici, qui en avait d'ailleurs beaucoup après CNews, c'était vraiment son sujet principal, concentration dans les médias. Quel est votre sentiment, 8 grands propriétaires qui détiennent une majorité des médias? Écoutez, moi je pense 3 choses. D'abord, quand je regarde le panorama, comme je disais tout à l'heure, que malheureusement ayant le privilège de l'âge par rapport à vous, j'ai vu le paysage se transformer en 40 ans. Le paysage aujourd'hui est beaucoup plus diversifié qu'il n'était au début des années 80. Je le disais tout à l'heure, plus de 1000 radios en France, 30 chaînes de la TNT, 240 chaînes conventionnées par le CSA, diffusées par câble et satellite, l'accès à la radio et la télévision par Internet. Donc l'offre est absolument considérable, elle n'a jamais été aussi diversifiée. En même temps, c'est vrai qu'on a des acteurs importants, on le sait, qui sont propriétaires de ces médias, et on sait qu'il y a des tendances à la concentration. Le marché, en ce moment, pousse à ça, parce qu'il y a une concurrence qui est quand même très forte. Et donc, avoir des règles qui préservent le pluralisme au sens de la pluralité des acteurs, de la pluralité de l'offre de programmes dans l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur, c'est très important. Et je pense que la modernisation de nos règles pour tenir compte de l'évolution de notre paysage est un point important. Le Sénat a fait des propositions qui sont intéressantes. Il y a une mission de l'inspection générale des finances qui va rendre un rapport dans les jours qui viennent. Ça mérite tout à fait examen. L'ARCOM a fait une série de propositions de son côté, puisque c'est nous qui sommes le gardien des règles anti-concentration propres au secteur, en liaison avec l'autorité de la concurrence, bien sûr. Donc oui, je crois que c'est important d'avoir ce type de règles pour préserver, une fois encore, la pluralité des acteurs dans l'intérêt du téléspectateur et de l'auditeur. Et justement, le président de l'ARCOM, il a le droit d'aller déjeuner avec Patrick Drahi et Vincent Bolloré, vous le faites? Écoutez, il y a des règles, bien évidemment, qui s'appliquent en la matière, avec des limitations sur les invitations qui peuvent s'imposer.
Je suis plutôt austère de ce point de vue-là comme personne. Je ne crois pas l'être à titre personnel, mais je fais attention à ces questions-là. Vous avez déjà déjeuné avec Vincent Bolloré et Patrick Drahi? Avec Vincent Bolloré et Patrick Drahi, non. Non, Jamais. Non, ça m'est arrivé de les rencontrer, bien sûr, d'avoir des échanges avec eux, mais pas de déjeuner avec eux. Quelques mots sur les nouvelles missions de l'ARCOM, à savoir Internet. Difficulté de réguler. J'ai vu en préparant l'émission que vous alliez prendre des mesures sur des chaînes pornographiques en libre accès, en accès beaucoup trop simple pour les moins de 18 ans. Comment on fait pour contraindre ce type d'acteurs à respecter les règles? Alors voilà, c'est une nouvelle frontière, comme on dit. Des acteurs pour reprendre privés. la grande formule, c'est une nouvelle régulation qu'il faut inventer. Et ce qui est formidable, c'est qu'on est sur un continent qui est un peu pionnier en la matière, puisque l'Union européenne ouvre la voie avec un texte qui va être publié vraisemblablement cette année, qu'on appelle le DSA, qui est en cours d'examen, qui va instaurer un nouveau régime de responsabilité pour les grands acteurs de l'Internet. Il ne s'agit pas de réguler Internet. Internet est un espace, un vecteur libre, bien évidemment, de diffusion. Mais pour les grands acteurs, on voit bien le poids et les effets délétères qu'ils peuvent parfois avoir en matière de haine en ligne, de fausses informations, de harcèlement, ou tout simplement de contenu illicite. Ouais. Et donc, il faut imaginer un nouveau modèle de régulation. Alors, il se fait par petites touches. C'est un modèle qui est un peu différent de celui de l'audiovisuel, parce qu'on ne peut pas contrôler les réseaux sociaux. Vous savez, c'est des centaines de millions d'informations qui circulent chaque seconde. Donc, c'est pas l'ARCOM avec ses petits bras c'est ça, qui va courir après. Donc, c'est une régulation qui impose à ces acteurs des obligations de moyens. Ils doivent lutter par de l'intelligence artificielle, par de la modération humaine, les contenus illicites, et qui nous confient la mission de nous assurer qu'ils mettent bien en œuvre ces moyens et qui nous donnent un pouvoir de sanction s'ils ne le font pas. Donc voilà, c'est une régulation qui est en train de se mettre en place, de naître, et l'ARCOM jouera bien sûr tout son rôle. Sur les sites que vous évoquez, donc c'est une loi relative aux violences conjugales qui a par amendement à proposer cette mesure, qui nous permet donc de mettre en demeure, puis de saisir le juge judiciaire à l'égard de sites qui ne mettent pas en place des portails permettant de s'assurer que la personne qui se connecte a plus de 18 ans. La pornographie en tant que telle n'est pas interdite. Non. Mais on ne peut pas exposer des mineurs à des contenus pornographiques. Et comme vous le savez, la plupart de ces sites ont de simples portails où il suffit de dire j'ai 18 ans et on peut y accéder facilement. Comment vous le savez? Simplement parce qu'on fait notre métier. Donc on regarde tout. On a testé ces portails, bien évidemment. Ah, vous avez testé les portails pornographiques à l'ARCOM. Et on l'a fait par huissier, en l'occurrence, puisque drôle. bien sûr, puisqu'il fallait avoir un vrai dossier pour pouvoir les mettre en demeure et saisir la justice. Donc on a saisi effectivement le juge sur 5 sites récemment. Donc on verra ce que la justice décide, et on fera probablement 2 mises en demeure prochainement sur deux autres sites et peut-être de nouvelles saisines de la justice. Et puis bravo pour ce petit clip avec Anne-Claire Coudray et Jean-Claude Narcisse sur les anglicismes qui sont insupportables dans notre métier et à la télévision, Newsroom, Punchline et autres, Masterchef. Ce que je veux vous dire, Valérie, mais je pense que vous l'avez compris dans l'échange qu'on a eu, on n'est plus le CSA de papa, si j'ose dire. On n'est plus là simplement avec tel le gendarme, avec notre petit bâton blanc à courir après ce qui se dit sur tel ou tel programme. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est un régulateur moderne qui est soucieux surtout des enjeux économiques du secteur, d'accompagner les acteurs du secteur face à ce monde qui est en transformation, de répondre bien sûr aux préoccupations et donc au service des Françaises et des Français. Voilà, on essaye d'épouser notre époque. J'espère que cette transformation que l'ARCOM incarne par rapport au CSA se perçoit. En tout cas, merci de nous avoir invités pour expliciter ça à nos compatriotes. Pour en parler, il y a encore des choses dont on aurait pu parler, mais c'est déjà pas mal. Vous reviendrez. Merci beaucoup, Roch-Olivier Maistre, d'être venu ce matin sur Sud Radio. Puis on est partant pour des nouvelles fréquences. Écoutez, voilà. Et puis nous sommes presque voisins. Donc, voilà, vous reviendrez. À bientôt. Traverser le pont. À bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.